Bonjour à tous, ici Maxime Fauteux et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de jardinage et d'écologie avec Laetitia Boulanger et du parcours de Marc-Claude Savard dans les médias avec Véronique Gauthier. Célia Darby nous parle d'innovation dans le monde médical concernant les tests porteurs, tandis que Leslie Chiasson nous explique un projet de sensibilisation à l'alcool et aux drogues au volant. Mais d'abord et avant tout, nous sommes en compagnie de Julia Sabourin qui est avec nous aujourd'hui en studio pour nous parler de la problématique des propriétaires de résidences de personnes âgées au Québec. Bonjour Julia. Bonjour Maxime. D'abord et avant tout, peux-tu nous éclairer sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de résidences de personnes âgées au Québec? Oui, eh bien, en 2024, les propriétaires de résidences pour personnes âgées se voient confrontés à plusieurs obstacles. Parmi ceux-ci, on retrouve le manque de main-d'œuvre qualifiée, les réglementations gouvernementales de plus en plus strictes et bien sûr la hausse des coûts. La réglementation pour les gicleurs à feu a-t-elle posé des problèmes aux propriétaires de résidences de personnes âgées? Oui, donc l'installation des gicleurs est désormais obligatoire dans les résidences comptant au moins 10 personnes. Cette loi-là a été instaurée en 2014 suite à un tragique incendie qui a coûté la vie à 32 résidents. Les prix des gicleurs sont particulièrement élevés. Et le gouvernement ne finance pas les gicleurs dans les aires communes, uniquement dans les chambres. Ce qui fait que certaines résidences qui ne veulent pas payer pour les gicleurs doivent réduire leur nombre de résidents. Et donc, on aura compris là, que moins de résidents égale à moins de revenus pour l'entreprise. Et justement, parlant du manque de place, on parle beaucoup de cette problématique dans les médias. Quelles sont les raisons de ce phénomène? Oui, donc le manque de place dans les résidences s'explique par le vieillissement de notre population. Effectivement, l'augmentation du nombre de personnes âgées est directement liée au baby-boom qui a eu lieu entre 1946 et 1964, ainsi qu'à l'allongement de l'espérance de vie grâce aux avancées de la médecine. Et finalement, comme dernière question, le gouvernement est intervenu. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour les propriétaires? Eh bien, selon Mme Simard, qui a été propriétaire de résidence pour personnes âgées toute sa vie, cela peut être vu comme une bonne chose parce que, certains de nos résidents étaient traités de manière assez négligée. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions avec vous, Julia. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maxime. Maintenant, nous sommes en compagnie de Leslie Chiasson qui est ici pour nous parler du projet Impact, un projet de sensibilisation à l'alcool et aux drogues au volant. Bonjour Leslie. Bonjour Maxime. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer comment ce projet a commencé et qui en est l'organisatrice? L'organisatrice est Hélène Miville, une policière de la Sûreté du Québec qui a décidé de mettre en place le projet. Le projet, comme tu l'as mentionné, c'est un projet de sensibilisation à l'alcool et aux drogues au volant. Ça vise surtout les jeunes et les jeunes adultes. Et quelles ont été les premières phases de ce projet-là? La première phase a eu lieu le 30 mai dernier à la réunion Daniel Demers. C'est une phase qui s'est passée sur plusieurs mois. Ils ont commencé à préparer le scénario en février. Je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais ils ont décidé que le projet allait être diffusé au secondaire 2, 3, 4 et 5 et à toute la population de Fermont. Et pour la suite du projet, quelle est la deuxième phase? La deuxième phase va être sur plusieurs mois aussi, mais la deuxième phase se passe surtout avec un reconstitutionniste de Québec avec qui Hélène est entrée en contact pour faire une reconstitution de l'accident qui était dans la première phase. Et c'est pas mal. Et finalement, qui sont les partenaires qui ont aidé à la réalisation de ce projet? Il y a une quinzaine de partenaires, mais les deux plus importants, c'est Pixel Flex Media, qui est Patrick Canuel, qui s'est chargé de filmer des bouts de scénarios un petit peu partout en ville et qui s'est occupé de filmer l'accident pour pouvoir faire le petit film de la deuxième phase. Merci beaucoup, Leslie, d'avoir été avec nous. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir pu nous parler de cette initiative. On a besoin de projets comme ça dans notre société.
Passons maintenant à Célia Darby qui est avec nous en studio pour nous parler des innovations dans le domaine médical concernant les tests porteurs. Bonjour Célia. Bonjour Maxime. Tout d'abord, peux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un test porteur? Oui, en fait, j'ai interrogé le docteur généticien Simon-Pierre Guy et il m'a expliqué que le test porteur consiste à informer les gens s'ils sont porteurs ou non de maladies génétiques. En fait, c'est un test qui se fait par la bouche et qui peut se faire soi-même à la maison. Et ensuite, les prélèvements vont être analysés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et quelles sont les maladies qui peuvent être dépistées grâce à ce test? Il y a déjà 4 maladies dans ce test-là, soit l'acidose lactique congénitale, l'ataxie récessive spastique, la neuropathie sensitivomotrice et la tyrosinémie de type 1. Mais depuis août 2024, en fait, ils ont ajouté de nouvelles maladies. Donc, la première, c'est la mucolipidose de type 2. C'est une maladie rare qui fait en sorte qu'il y a une accumulation dans les cellules et qui fait des problèmes de fonctionnement à certains organes. Et la deuxième, c'est le syndrome de Zellweger. Et cette maladie, en fait, entraîne plusieurs problèmes, comme des problèmes respiratoires, des problèmes de développement ou des malformations physiques. Et pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui pensent avoir recours à ce genre de service, dans quelle région est-ce disponible et pour quel genre de personnes? En fait, c'est disponible dans toute la province du Québec, dans les hôpitaux ou les cliniques médicales, mais il faut avoir certains critères pour accéder à ce test-là. Par exemple, il faut obligatoirement être majeur, donc avoir 18 ans et plus, ou être originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord. Sinon, les 2 prochains critères sont facultatifs, mais il faudrait désirer des enfants plus tard ou être une femme enceinte de 16 semaines et moins. Et pourquoi ce test a-t-il été créé? En fait, le Dr Guy a mentionné qu'il y avait plusieurs avantages à ce test-là et que c'est principalement la raison pourquoi ils ont fait ce test. Merci beaucoup, Célia, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette innovation qui est, ma foi, très utile dans le domaine médical. Merci. Maintenant, on se dirige dans le monde des médias où Véronique est ici pour nous expliquer la carrière de Marie-Claude Savard, une figure très appréciée du milieu. Bonjour Véronique. Bonjour Maxime. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer la carrière de cette femme-là, tout en nous expliquant les autres avenues qu'elle a envisagées au début de sa carrière? Eh bien, tout d'abord, elle voulait faire carrière en arts plastiques. Elle a ensuite fait des études en histoire et en sciences politiques. Et c'est pendant ses études à l'université que des professeurs lui ont fortement suggéré d'aller dans les communications. Alors ainsi, elle s'est inscrite dans un certificat en information et journalisme. Et quelles sont les étapes clés qui ont mené Marie-Claude Savard à la carrière qu'elle a aujourd'hui dans les médias? Eh bien, après son certificat, elle est allée faire un stage à CKVL comme recherchiste. Ensuite, elle s'est retrouvée à la météo. Et par un heureux hasard, elle a remplacé le chroniqueur au sport, et ça pendant 15 ans. Elle a su faire sa place. Et c'est comme ça qu'elle a aussi été animatrice de plusieurs émissions de télévision. Et comment réussit-elle à jongler entre sa carrière très importante dans les médias et sa carrière en entrepreneuriat? Eh bien, elle a d'abord fait appel à une coach de travail et ensuite elle s'est entourée d'une équipe pour l'aider dans les étapes de son avancement. Maintenant, qu'est-ce qui distingue, selon toi, Marie-Claude Savard des autres figures dans les médias? Eh bien, c'est une personne inspirante parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Elle a fait 3 documentaires que l'on peut retrouver sur Crave. Elle a écrit 3 livres et elle a fondé sa maison d'édition pour publier son 3e livre. Et elle a aussi commercialisé un collagène marin. C'est une personne qui se soucie de sa santé, mais aussi de la santé de monsieur, madame, tout le monde qui la contacte pour avoir des conseils. Et on peut aussi continuer de l'écouter en semaine à Ça rentre au poste à Énergie. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette figure qui, je suis sûre, est très appréciée par les gens à la maison. Pour finir, je suis en compagnie de Laetitia Boulanger qui est ici avec nous pour nous parler de la passion de son voisin pour le jardinage et de ses initiatives concernant l'environnement. Bonjour Laetitia. Bonjour Maxime. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer comment ce projet-là a débuté et à quoi ressemblait son terrain avant qu'il entame ses démarches? Ça fait 36 ans que Mario Boucher a transformé son terrain en grand jardin. Il l'entretient tous les jours depuis. Son terrain était un gros dépotoir avant, les gens jetaient leurs déchets dessus. Alors lui et sa femme ont dû tout ramasser. Il n'y avait rien de planté au tout début, c'était vide. Alors il a nivelé le sol, créé des sentiers, créé un bassin aquatique, planté la végétation, etc.
Mario Boucher a créé son terrain en se laissant beaucoup guider par ses vastes connaissances en la matière. Il était un ancien prof de sciences de la nature au secondaire. Et maintenant, je suis curieuse, à quoi ressemble son jardin désormais? Son jardin contient 3500 variétés de plantes et 2 grands types de jardins, les jardins français et anglais. Maintenant, il mesure 30 000 pieds carrés, et, alors qu'au tout début, il mesurait 1000 pieds carrés. D'où vient sa motivation pour le jardinage? Depuis toujours, il y a un lien très fort avec la nature et une grande passion pour la nature, mais plus en lien avec son propre jardin. Ses motivations de le créer et de l'entretenir viennent du fait qu'il voulait attirer les oiseaux avec ses variétés et aussi conserver son écosystème. Et quelle est sa plus grande fierté concernant ce jardin-là? C'est que son jardin est considéré comme un jardin faunique selon la Fédération canadienne de la faune, qui est le plus gros organisme privé au Canada sur l'environnement. Finalement, pourquoi M. Boucher est-il un modèle d'écologie selon toi? Parce qu'il garde toujours une approche très écologique concernant l'environnement. Par exemple, il conserve les feuilles mortes pour nourrir les insectes. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu parler de cette initiative-là pendant longtemps. Merci d'avoir été avec nous, Laetitia. Maintenant, malheureusement, c'est la fin de notre émission. J'aimerais remercier nos auditeurs d'être restés à l'écoute et un merci spécial à notre équipe de journalistes qui a participé fort à la création de cet épisode. Merci à Laetitia Boulanger, Leslie Chiasson, Célia Darby, Véronique Gauthier et Julia Sabourin. À la prochaine!